Pour cette partie grand 2, les réactions d'oxydoréduction, je vous propose donc de regarder la vidéo suivante sur la pile Daniel et on revient tout de suite avec l'explication. Comment interpréter la vidéo et le phénomène qui est apparu? On remarque que dans une première solution, on a du zinc, une lame de zinc solide qui plonge dans une solution de sulfate de zinc et une lame de cuivre qui se plonge dans une solution de sulfate de cuivre. Ce qu'il faut déterminer dans un premier temps, c'est quel est le pôle plus, quel est le pôle moins, et dans quel sens circule le courant. Alors, je sais pas, en tout cas, la lampe est allumée, donc si la lampe est allumée, on comprend bien qu'il y a du courant qui circule. Alors, je pense qu'on détermine le pôle plus, où c'est donné, avec il y a un voltmètre, je crois qu'on utilise un voltmètre, et donc on trouve le pôle plus et le pôle moins. Le pôle plus, ce sera sur la lame de cuivre, et le pôle moins sur la lame de zinc. Bon, bah ça, c'est la donnée du voltmètre. Mais à partir de là, on va pouvoir interpréter tout le résultat. Pourquoi? Parce que si le plus il est là, il est le moins est dans ce sens-là, ça veut dire que le courant I, il est dans ce sens-là. Mais si le courant I est dans ce sens-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les électrons circulent dans l'autre sens. C'est-à-dire que des électrons arrivent ici. Et des électrons sont fabriqués ici, pour partir. Regardons du premier côté, on va dire côté gauche. Si on regarde le côté gauche, si des électrons sont fabriqués, il faut qu'il y ait une fabrication d'électrons. Et la fabrication d'électrons, vous n'avez qu'une seule possibilité pour fabriquer des électrons, c'est de faire la chose suivante.
D'où la lame de zinc qui commence à se faire attaquer et la concentration en Zn2+, qui va commencer à augmenter dans le bécher et la fabrication d'électrons. De l'autre côté, des électrons arrivent. Si des électrons arrivent, ça veut dire quoi? Cu2+, plus 2 électrons donne Cu. Et là, on voit bien qu'on a consommation donc, du cuivre, du Cu2+. La coloration bleue, je crois qu'il y avait une coloration bleue ici, normalement doit disparaître. Et on va avoir apparaître une accumulation de cuivre, d'un dépôt de cuivre sur la lame de cuivre qui devrait donc apparaître. Et puis sur l'autre, la particularité, c'est que la lame elle va commencer à se faire ronger et donc elle va diminuer en taille. On peut donc écrire l'équation bilan que Zn plus Cu2+, va donc donner du Zn2+, plus Cu, l'équation bilan de la réaction chimique. Alors, où a eu lieu la réduction? Où a eu lieu l'oxydation? Sur l'électrode numéro 1, celle de gauche, on voit que c'est Zn qui donne Zn2+, plus 2 électrons. C'est quoi ça? Oxydation ou réduction? Ça se passe bien dans ce sens. C'est bien le zinc qui est détruit et ça fabrique des électrons. Donc c'est une oxydation. Sur cette électrode, c'est une oxydation. Une oxydation, ça va correspondre à l'anode. Et donc de l'autre côté, on va avoir une réduction. Dans ce sens-là, ça va fabriquer du cuivre, ça sera la cathode. Alors il y a un bon moyen de s'en souvenir. On va quand même d'abord écrire la définition de la cathode et de l'anode. Vous l'avez, la cathode, qu'est-ce que c'est? C'est le siège de la réduction et l'anode, c'est le siège de l'oxydation. Alors moi, pour m'en souvenir, je sais qu'à chaque fois je mélange tout le temps. Cathode, ça commence par une consonne, comme réduction. Et puis anode, ça commence par une voyelle, comme oxydation. D'accord? Mais faites pas l'erreur suivante. Ne dites pas que la cathode c'est le plus et que l'anode c'est le moins. Parce que ça, c'est pas bon. Vous dites anode, oxydation, cathode, réduction. Et ne faites pas de lien entre le plus et l'anode, le moins. C'est vrai qu'en première année, nous, ça sera toujours le cas, parce qu'on fait que des réactions dans le bon sens. Mais en seconde année, on va les forcer à aller dans l'autre sens. Et si vous apprenez ça avec le plus et le moins anode, cathode, et bien là, ça donne faux. Donc, qu'est-ce qu'on remarque aussi? Il y a plusieurs caractéristiques. C'est que pour fabriquer une pile, il vous faut 2 demi-piles. Vous avez la première demi-pile qui est ici, et la deuxième demi-pile. Et normalement, si ça correspond à la vidéo, la tension U, c'est cette tension-là. La tension U, on est bien d'accord que la tension U, c'est égal au potentiel du pôle plus moins le potentiel du pôle moins. En même temps, ça c'est par définition, c'est la tension d'une pile. Hein. D'accord? Donc il nous restera juste à déterminer le potentiel du pôle plus et le potentiel du pôle moins. On fait la soustraction, on aura la tension de notre pile. Petit b, la représentation. L'idée d'une représentation un peu plus schématique d'une pile comme ceci, c'est de représenter de façon plus concise les données correspondant à ce schéma. Ce qu'il va falloir faire, c'est partager donc partie gauche et partie droite correspondant aux deux demi-piles. La partie de gauche pour cette partie-là et la partie de droite pour cette partie-là. Et la ligne pointillée que je viens de traverser, enfin que je viens de dessiner ici, correspond au pont salin qui ferme le circuit juste ici. Dans la partie de gauche, qu'est-ce qu'on a? On a du Zn solide. Et le Zn solide, c'est là où le fil de cuivre va venir se connecter directement sur le Zn. Et dans la solution, vous avez une solution de Zn2+. On pourrait faire ça et on pourrait même aussi indiquer la concentration C correspondant à la concentration Zn2+. De l'autre côté, vous mettez donc le du Ci2+. À la concentration, alors là, on pourrait faire comme ça. À la concentration C, Cu2+.
Et puis ici, un trait pour dire qu'on a bien la lame et le CU qui va venir se brancher ici. Donc, ce qu'il y a de noté ici correspond exactement à ce qu'il y a là. Donc très souvent, faut peut-être pas exagérer, mais assez régulièrement, on pourra confondre ça et ça, on pourra donner celle-ci, ça correspondra au schéma, ou vice-versa et faire l'inverse. L'idée maintenant, c'est d'essayer de référencer tous ces potentiels. On va le voir tout de suite, et puis on va inventer une électrode de référence. D'accord? Donc on est dans le grand 2, petit a, grand 2, petit a, et c'est l'électrode standard à hydrogène, ESH, et vous avez un schéma qui vous est proposé en haut de la page numéro 4, où vous voyez une électrode standard à hydrogène avec une lame de platine, du dihydrogène gazeux sous une atmosphère, une solution de pH qui vaut 0, et puis le pont salin. Alors pourquoi on va faire ça? Pourquoi? Parce que il va nous falloir une référence. Parce que vous savez qu'en physique, la tension U qu'il faut mesurer, plutôt le potentiel, vous ne pouvez pas le mesurer. On n'arrive pas à mesurer un potentiel. Nous, en physique, ce qu'on sait mesurer, c'est seulement la tension U. Avec un voltmètre, vous branchez un voltmètre, vous avez votre tension U. Mais vous ne pouvez pas dire, tiens, je mesure le potentiel de celui-ci, et puis le potentiel du pôle moins et le potentiel du pôle plus. Ça, vous ne pouvez pas faire. D'où il nous faut un niveau 0. Un peu comme une masse dans un circuit électrique. Il nous faut le niveau 0 pour pouvoir fixer tous les autres potentiels correspondants. Et donc on a décidé, tout le monde a décidé que l'électrode standard à hydrogène serait notre référence. Donc en fait, ça correspond à une demi-pile. Si j'efface cette partie-là, et que sur la partie de droite, sur cette demi-pile, au lieu de mettre le couple Cu2 plus Cu comme tout à l'heure, je vais garder donc le Zn de ce côté-là avec la lame de zinc, mais sur ce côté-là, je vais mettre donc ma demi-pile avec une solution avec des ions H+ dedans, à pH égale 0. Alors déjà, une solution à pH égale 0, il faut quand même y aller. Ensuite, dans cette solution à pH égale 0, on va mettre des petites bulles. On va faire barboter du dihydrogène gazeux sous une pression P, pression partielle de H2 de 1 bar. Une pression standard. Voilà, ça y est, c'est déjà fait. On a quasiment déjà fini notre demi-pile, qui sera notre référence, qui sera le niveau 0. Mais le problème, c'est que le fil qui est ici, nous, on veut prendre le potentiel. Le fil électrique, il faut bien qu'il ferme le circuit. On a toujours notre pont salin qui vient comme ça, mais il faut bien fermer le circuit. Et si on commence à tremper le fil électrique dans la solution qui est à pH égale 0, et en plus c'est un fil électrique a priori sans cuivre, quand on va commencer à le plonger, à mon avis, il va se passer des choses. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas plonger directement le fil électrique dedans pour fermer le circuit ou prendre le potentiel. C'est pour ça que l'idée, c'est d'utiliser un élément qui ne va pas se faire attaquer. Un truc qui est assez noble. Alors des fois, vous pouvez prendre de l'or, vous pouvez prendre une lame en or, comme ça vous êtes sûr, ça ne va pas se faire attaquer. C'est quand même assez difficilement attaquable. Le mieux, c'est de prendre du platine. C'est encore mieux le platine. Vous prenez une lame de platine, elle ne se fera pas attaquer, parce qu'elle a des propriétés, elle est assez haute en énergie, donc pour l'attaquer, c'est quand même très difficile. Et on peut faire mieux, on peut prendre une lame de platine où on est venu, une lame de platine platinée, où on a déposé dessus une nouvelle couche toute lisse de platine. Voilà, et là on a fabriqué notre demi-pile de référence qui est l'électrode standard à hydrogène. Et la particularité, c'est que le potentiel, alors le E, le potentiel de cette électrode vaut 0 volts. C'est le niveau 0, c'est la masse. D'accord? Donc c'est le schéma un peu qui est fait. Donc je vais effacer l'autre partie. Donc si je peux juste dire une petite remarque, c'est que la tension U qui va apparaître
la tension U qui va apparaître entre le pôle plus et le pôle moins. Donc là, vu que le zinc peut-être qu'il est moins, puis là c'est le pôle plus, cette tension U va correspondre exactement au potentiel de Zn. Parce que vu que la tension U c'est V plus moins V moins, et qu'on a notre V plus qui vaut 0 moins V moins, donc là vous voyez bien que vous avez le potentiel du couple Zn2 plus Zn qui va s'afficher sur votre voltmètre. Donc ça sera un moyen de référencer tous les couples. Bon, c'est pas ce que je voulais pour le moment, on y reviendra juste un petit peu plus tard. Moi, je voudrais juste m'intéresser à cette demi-pile. Donc, je vais effacer ce morceau-là et je vais garder que la demi-pile de l'électrode standard à hydrogène. Voilà. Et puis, je vais regarder la demi-équation qui se passe pour cette demi-pile qui a pour référence 0. Quels sont les couples qui sont utilisés? Le couple utilisé, je pense qu'on peut le voir tout de suite, c'est le couple H plus H2. Couple H plus H2. Alors, est-ce qu'on pourrait écrire l'équation correspondante du couple H plus H2? Le couple H plus H2, ensuite on pourrait faire 2H+, on peut rajouter 2 électrons. Donc le couple H plus H2, ça correspond à cette demi-équation. D'accord? Alors, un truc un peu supplémentaire qui va venir, en fait le couple H plus H2, on pourrait l'écrire d'une autre façon. On peut l'écrire le couple H2O H2. Essayons de voir ce que ça donne le couple H2O H2 si je fais pareil, le couple H2O H2. Et si je commence à équilibrer cette équation? En 1, j'équilibre l'élément principal. Bon, il n'y en a pas vraiment. En 2, c'est les oxygènes. Donc, il y en a un à gauche. Donc, il faut que j'en rajoute un à droite. Oui, mais ensuite, j'équilibre les protons. H, avec des H+. Il y en a 2 ici, il y en a 4 ici. Donc, je vais rajouter 2 H+. Et ensuite, les charges, je rajoute 2 électrons. Ensuite, qu'est-ce que je remarque? Que les deux molécules d'eau s'en vont et je tombe sur exactement la même chose. Ce qui veut dire que lorsque vous parlez du couple H plus H2, c'est comme si on était en train de parler du couple H2O H2, c'est la même chose. Le potentiel du couple H plus H2, le potentiel du couple H2O H2 à pH égale 0 vaut 0 volts. Ce sera notre référence. Nous venons de faire le couple correspondant au couple H plus H2 ou H2O H2. On vient de faire donc l'équation. Il ne nous reste plus que la représentation. Comment est-ce qu'on pourrait représenter la demi-pile correspondant à cette électrode ESH? Donc on va faire que la partie de droite parce que c'est une demi-pile. Alors qu'est-ce qu'on a dans la solution? On a des H+. À la concentration C qui vaut 1 mol par litre. On pourra mettre comme ça, ou juste des H plus comme ça. Voilà. Ou des H3 au plus, on pourra mettre des H3 au plus. Ça revient pareil. Et comme la concentration C vaut 1 mol par litre, moins log de 1, ça fait donc 0, on a bien un pH de 0. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du dihydrogène qu'on met gazeux, ou on met dihydrogène comme ceci, puis on met la pression en dihydrogène qui vaut donc 1 bar. Et puis il nous reste par contre à indiquer que le fil électrique il est branché sur du platine. Donc au bout on va mettre platine. Voilà. Et le potentiel de cette électrode vaut, cette demi-pile, vaut 0. Il reste qu'à mettre de l'autre côté ce qui vous intéresse et vous mesurez la tension. En réalité, vous concevez bien que l'électrode standard à hydrogène, avec sa bouteille de gaz de dihydrogène à pression de 1 bar, avec sa solution de pH égale 0, c'est pas très pratique à utiliser, et surtout, à mon avis, assez dangereux. C'est pour ça qu'il y a d'autres exemples et d'autres électrodes de référence qui ont été inventés. Nous avons deux exemples. Il y a l'exemple de l'électrode au calomel saturé, il y a l'électrode au chlorure d'argent. Donc,
On va s'intéresser par la première, l'électrode au calomel saturé, et puis on va s'intéresser au couple correspondant. Alors, les couples dans l'électrode au calomel saturé, on le voit aussi sur le schéma, un petit peu, c'est le couple Hg2Cl2Hg. On va écrire l'équation correspondante de ce couple. C'est du mercure liquide, d'accord? Et ça, il s'agit d'un solide. Alors, on équilibre d'abord l'élément principal. Ensuite, on pourra rajouter 2 chlores. Et là, on voit tout de suite qu'il suffit juste de rajouter 2 électrons à gauche. Et on a notre équation correspondant au couple Hg2Cl2. Une petite représentation, à la rigueur, correspondant à ce couple Hg2Cl2. Nous avons le mercure liquide ici, le Hg2Cl2 solide, et puis la particularité, c'est que il faut que dans cet électrode au calomel saturé, il faut que la concentration, il faut que cette solution soit saturée, en fait. Il faut que la concentration en Cl- soit fixe. Pour que cette référence soit fixe, c'est pour ça que c'est noté aussi qu'il y a du KCl solide pour saturer la solution. Voilà. Donc vous avez le petit schéma à côté. Cette représentation, c'est pas très grave, mais il faut juste savoir que c'est cette électrode-là qu'on utilisera au laboratoire. Alors il y a un deuxième exemple. Il y a une électrode au chlorure d'argent. On va regarder ce que ça donne. L'électrode au chlorure d'argent, le couple. Le couple correspondant de chlorure d'argent, c'est AgCl-Ag. On va mettre comme ça, AgCl-Ag, donc le couple AgCl-Ag. Ensuite, on vous demande l'équation correspondante au couple AgCl-Ag. Donc on met AgCl, ce sera solide. L'argent, bah bien sûr, de l'argent solide. On peut rajouter un Cl- à gauche et un électron, enfin, un Cl- à droite et un électron à gauche. Voilà, ça c'est l'équation correspondante. Et à quoi correspond cette demi-pile? Au couple AgCl-Ag. Donc on va mettre le Ag solide, le AgCl, qui sera aussi solide, et là aussi, la particularité, il faut que la solution soit saturée. Saturée avec, on va la saturer avec du KCl pour que, la même chose, d'accord, pour que la concentration dans cette petite demi-pile, que la concentration en Cl- soit fixe, pour que le potentiel de cette demi-pile reste fixe, quelles que soient les situations. Dans le petit d, on arrive à quelque chose qui est le plus important quasiment du chapitre. Ça va correspondre à la formule de Nernst et au potentiel d'électrode. Alors, c'est ce qui est écrit sur le polycopier. Le potentiel d'électrode, qu'est-ce que c'est? C'est le potentiel d'un couple redox et la force électromotrice, c'est-à-dire la tension, de la pile constituée par l'électrode standard à hydrogène et le couple à étudier. La notation qu'on donnera à ce potentiel d'électrode, ça sera potentiel du couple oxydant-réducteur, E-ox-red. Et donc ça correspond bien à, vous avez une électrode que vous voulez étudier, par exemple celle-ci, juste en face, vous mettez l'électrode standard à hydrogène, avec les petites bulles de gaz, tout comme il faut, et le platine. Vous mesurez la tension qui existe aux bornes de cette pile. Comme le potentiel du couple de l'ESH, du couple H plus H2 est à 0, le potentiel du couple qui vous intéresse correspondra à la tension que vous aurez lue. D'accord? Donc c'est la définition brute, hein, le potentiel d'électrode d'un couple oxydant-réducteur. Et donc la tension de la pile constituée par l'électrode à standard à hydrogène, et donc la pile qu'il faut étudier. Donc la notation c'est E-ox-red. Remarque,
Si tous les constituants sont dans leur état standard, la force électromotrice est le potentiel standard d'électrode. Et on le note, potentiel standard du couple oxydant-réducteur. D'accord? Ça sera souvent une valeur qu'on va vous donner. Et d'ailleurs, qui sont données juste dans le petit tableau qu'il y a juste à côté. Et qu'est-ce qu'on voit immédiatement? C'est que pour le couple H plus H2, le potentiel standard est de 0. Pour l'or, par exemple, on a 1,69 ou pour le zinc, moins 0,76. Petit 3, formule de Nernst, et on va donner tout de suite l'énoncé. Et l'énoncé de cette formule est associé à une demi-équation. Alors, soit l'équation suivante, oxydant plus N électrons, qui donne, demi-flèche, le réducteur. Voilà. Donc ça, c'est le couple oxydant-réducteur, c'est la demi-équation correspondante. Il existe une formule qui va vous donner le potentiel du couple, ou le potentiel du couple oxydant-réducteur, ou le potentiel de la demi-pile correspondante. Le potentiel du couple oxydant-réducteur, ce sera le potentiel standard du couple oxydant-réducteur, plus RT sur NF, logarithme népérien, de l'activité de tout ce qu'il y a du côté de l'oxydant divisé par l'activité de tout ce qu'il y a du côté du réducteur. Est-ce qu'on pourrait mettre des coefficients? Oui, ce serait plus sympa. Je vais mettre ici un coefficient alpha, un nombre stoichiométrique devant l'oxydant, et ici je vais mettre bêta devant le réducteur. Et bien par conséquent, ici ça sera à la puissance alpha et ici à la puissance bêta. D'accord? Ça c'est l'énoncé brut de la formule de Nernst. Mais il y a une formule un petit peu approchée qui vous est proposée. Quoique, avant, il faut que je vous indique de quoi il s'agit pour les différents termes. Le E, bon, bah, c'est le potentiel qu'on recherche. Ça, le E avec un petit 0, c'est le potentiel standard du couple oxydant-réducteur. R, c'est la constante des gaz parfaits, 8,314. T, la température en Kelvin. N, le nombre d'électrons. F, c'est la constante de Faraday. La constante de Faraday, elle est égale à 96 400 coulombs par mol. Et puis l'activité de l'oxydant et l'activité du réducteur. Dans le petit b, ensuite, on va faire une formule légèrement approchée. On va la simplifier cette formule et ce sera la formule approchée qui va nous intéresser dans le petit b. Formule approchée, c'est surtout le RT sur NF. Alors je ne vais pas à chaque fois réécrire oxydant-réducteur. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement E égale E standard plus, donc là ça correspond, RT sur NF. Alors je vais faire, c'est un petit peu tordu au départ, mais après vous allez voir, c'est plutôt logique. Je vais mettre F, je vais mettre logarithme de 10. Le N, je vais le laisser devant, comme ça. 1 sur N, RT sur F, on le garde. Je divise par ln de 10, je multiplie par ln de 10, donc plutôt le logarithme de 10, comme ceci, je le mets logarithme de activité de l'oxydant divisé par l'activité du réducteur, puissance bêta, puissance alpha, divisé par logarithme de 10. Et ça, à quoi ça correspond? Ça correspond à log, logarithme base 10, d'où E qui vaut E standard, plus, et puis si vous faites le calcul de RT logarithme de 10 divisé par F, alors évidemment, il faut se mettre à une température particulière, la température qui a été choisie, il faut se mettre à 298 Kelvin. Si vous mettez à 298 Kelvin ici, ln de 10, 8,314 et 96 400, eh bien vous tombez sur 0,06 sur N. Et ici, on pourrait mettre logarithme de l'activité de l'oxydant puissance alpha divisé par l'activité du réducteur puissance bêta. Voilà. Et donc c'est cette formule. Alors celle-là, c'est vrai que c'est la vraie de vraie, évidemment. Celle, c'est la brute, d'accord? Mais celle que vous allez toujours utiliser, ce sera celle-ci.
avec potentiel standard, le nombre d'électrons, activité et puis le potentiel correspondant. Alors on va donner des exemples, on va faire le petit c. On va partir tout de suite sur des exemples pour voir l'utilisation et la détermination dans des exemples bien précis du potentiel standard. Alors le premier couple qui vous est proposé, c'est le couple Fe3 plus Fe2 plus. Je vais vérifier tout de même, oui, Fe3 plus Fe2 plus. Alors, la question à chaque fois pour les 5 propositions qui vous sont faites, il va falloir déterminer le potentiel du couple correspondant. Alors, Fe3 plus Fe2 plus, la première chose à faire, c'est d'écrire la demi-équation. Ensuite, une fois qu'on a écrit la demi-équation, il va falloir déterminer le potentiel. Le potentiel du couple Fe3 plus Fe2 plus, c'est égal à, on suit la formule, potentiel standard du couple Fe3 plus Fe2 plus 0,06 sur 1, logarithme de, et là, il ne faut pas se gourer, mais il faut trouver où est l'oxydant, où est le réducteur. L'oxydant, c'est assez simple, en haut, ce que vous mettez en haut du trait de fraction qu'il y a là, c'est tout ce qu'il y a du côté des électrons. Donc c'est-à-dire que c'est la concentration en Fe3+, divisé par la concentration en Fe2+. Et ça y est, vous avez fini, vous avez écrit le potentiel correspondant au couple Fe3+, Fe2+. Alors il y a 4 autres exemples juste en dessous, vous pouvez les faire tout seul et je vous donne la correction tout de suite. Donc pour le couple MnO4-, Mn2+, première chose à faire, écrire la demi-équation correspondante. On équilibre d'abord l'élément principal, ensuite on équilibre les oxygènes avec des molécules d'eau, ensuite on équilibre les hydrogènes avec des H+, et pour terminer, on équilibre le reste avec des électrons, on équilibre les charges. 8, on a 7 plus à gauche, on a 2 plus à droite, donc il nous faut 5 électrons ici. Maintenant, le potentiel correspondant au couple MnO4- Mn2+. C'est le potentiel standard du couple MnO4- Mn2+, plus 0,06 sur 5, logarithme de, et c'est là qu'il ne faut pas se tromper, logarithme de tout ce qu'il y a du côté des électrons. Donc c'est pas que ce truc-là, c'est vrai qu'on a l'impression dans la formule qu'il n'y a que l'activité que de l'oxydant, mais non. C'est tout ce qu'il y a du côté des électrons. Donc la concentration en MnO4- et la fois la concentration en H+, puissance 8, divisé par la concentration en Mn2+. Ah bien sûr, l'activité de l'eau c'est 1, donc ça on ne le met pas. Allez, on va faire les suivants. Les suivants, le couple Cu2 plus Cu, là c'est bon, il n'y a pas de piège. Quoique, pardon, pas de piège, on ne peut pas dire ça. Alors, le couple Cu2 plus Cu, ça fait Cu2 plus 2 électrons qui donne Cu. Oui, mais le Cu, il est solide. Donc le potentiel du couple Cu2 plus Cu, c'est bien égal au potentiel standard du couple Cu2 plus Cu, plus 0,06 sur 2, logarithme de tout ce qu'il y a du côté des électrons, donc c'est-à-dire la concentration en Cu2+,
divisé par, divisé par 1. Parce que l'activité d'un solide, il est juste là le petit piège. Ensuite, le couple HClO-Cl2. HClO-Cl2, ça correspond à quoi HClO-Cl2? Si vous regardez bien, un petit peu en arrière, ça correspond à l'électrode au calomel saturé. Hg2O, ah non, je me trompe, c'est moi, j'ai rien dit. HClO-Cl2, je pensais. Donc HClO-Cl2. HClO, de mes équations, Cl2. Bon, qu'est-ce qu'on va avoir? En 1, j'équilibre l'élément principal. En 2, j'équilibre les oxygènes. En 3, j'équilibre les hydrogènes. Et pour terminer, j'équilibre avec des électrons. Maintenant, le potentiel standard. Le potentiel, c'est le potentiel du couple HClO-Cl2. Ça sera le potentiel standard du couple HClO-Cl2 plus 0,06 sur 2, logarithme de tout ce qu'il y a du côté des électrons, c'est-à-dire la concentration en HClO au carré, fois la concentration en H+, au carré, et là, Cl2 du dichlore. Le dichlore, c'est gazeux. Donc, pression partielle en Cl2 divisée par la pression standard. Allez, pour terminer, il y a un dernier couple, je crois. Cl2 gazeux, c'est bon. Le dernier couple, c'est Hg2Cl2Hg liquide. Ben voilà, là on y est. Là, ça correspond bien à l'électrode au calomel saturé. Allez, on y va. Hg2Cl2Hg liquide. C'est du mercure liquide. Très souvent, le mercure liquide, enfin le mercure, dans un bécher, il tombe au fond, il ne se mélange pas du tout avec le reste. Hein. Et puis Hg2Cl2, c'est solide. Vérifiez tout de même, c'est bien ça. La demi-équation correspondante. Hg2Cl2 solide, en équilibre avec Hg liquide. On va rajouter 2 Hg liquide, on va mettre 2 Cl-, et puis ici on va mettre 2 électrons. Voilà. Alors le potentiel du couple Hg2Cl2, c'est Hg liquide. Ça sera le potentiel standard. Ça vous est donné à chaque fois la valeur du potentiel standard. Hein. C'est une valeur, c'est une constante qu'on vous donne. Hg2Cl2Hg plus 0,06 sur 2. Logarithme de l'activité de ça, c'est 1, divisé par l'activité du mercure liquide. Il est tout seul dans sa phase. Il tombe au fond du bécher, eh bien c'est à nouveau 1 au carré. Et donc il reste concentration de Cl- au carré. Et c'est là que vient la petite remarque que je vous ai dit un petit peu avant. Oui, il faut absolument que ça soit une solution saturée. Et on rajoute du KCl. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai dit ça. On rajoute du KCl pour que la concentration en Cl- dans la solution de votre électrode soit fixe. Bah oui, parce que si vous avez une solution qui est saturée, ça veut dire que ça nous fait K+, plus Cl-. Et donc la concentration en Cl-, en saturant la solution, cette concentration en Cl- sera fixe. On aura une valeur constante. Et comme la concentration en Cl- aura une valeur fixe,
Eh bien, en faisant le calcul, on se rend compte que ça donnera une constante, ça sera une constante, et donc on n'aura que le potentiel du couple Hg2Cl2, Hg liquide, sera une constante, d'où on pourra s'en servir de référence. Dans le petit 4, on vous donne une échelle de potentiel standard d'électrode à pH égale 0. Et sur la droite, vous avez un tableau qui s'est affiché, ou qui est affiché, et qui donc vous donne la valeur des différents potentiels standards pour des couples plutôt communs que vous connaissez. D'accord? Vous avez par exemple le couple H plus H2 qui est à pH 0, ou H2O H2 qui est à pH 0. Le fer, Fe2 plus Fe à plutôt bas, et donc qui est à moins 0,44. Et O2 H2O à 1,23 du platine par exemple à 1,20, etc., etc. Donc vous voyez, vous avez différents niveaux d'énergie pour les différents couples, et on va voir tout de suite dans la prochaine partie comment évolue une réaction chimique en fonction de ces différents potentiels.